Bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux pour ce deuxième JT concocté spécialement cette année avec des belles surprises par Raphaël Lasserre qui voilà, va présenter nos invités exceptionnels. On a pensé que cette année de Jeux Olympiques, on se permettait d'inviter des athlètes de haut niveau. Raphaël, à toi pour la présentation. Avant de s'occuper de la session judo avec à ma gauche Amandine Bouchard, que je vous présenterai dans quelques secondes, pour ceux qui ne la connaîtraient pas déjà, et de son entraîneur Christophe Massina, on va débuter avec Adama Ouedraogo, oui, qui est nageur du 50 mètres. Donc, Adama, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, parce que tu es originaire du Burkina Faso. Comment est-ce que tu es arrivé dans la natation et on va voir ensuite un petit peu ce que tu as fait. Merci et bonsoir à tous et merci de m'avoir invité à cette session des cardiologues. Et moi, je suis arrivé à la natation à l'âge de 9-10 ans. Je suis né précisément en Côte d'Ivoire. Et voilà, et mon père travaillait dans un établissement où il y avait une piscine, donc on avait la possibilité de participer à la natation. Voilà, donc on s'est mis, moi et mes frères, déjà dans la natation. Et du coup, petit à petit, ça nous a plu. On a rencontré l'entraîneur de l'établissement qui nous avait pris à son aile. Et voilà, au fur et à mesure, moi j'ai plus persévéré et mes frères ont plutôt arrêté plus tôt. Et du coup, au fil et à mesure, en 2009, vu les performances que je faisais déjà, donc du coup j'ai intégré l'équipe nationale du Burkina Faso. Et j'ai participé à mes premières compétitions qui étaient les championnats du monde en 2009 à Rome et après les grandes compétitions comme les Jeux Olympiques de Londres en 2012 et ceux de Tokyo en 2021, qui était en 2020 et qui a été déplacé en 2021. Voilà. Au Burkina Faso, il y a une structure, il y a des entraîneurs pour arriver à performer, à progresser, à te guider dans une direction pour performer? Au Burkina Faso, non, on n'a pas assez d'infrastructures ou d'équipements pour évoluer typiquement dans la natation parce que il n'y a pas de piscine olympique. Donc voilà, moi ma chance c'est que je suis né en Côte d'Ivoire, donc il y a quand même pas mal de piscines olympiques et un niveau qui est quand même très élevé. Donc voilà, mais au Burkina, il n'y a vraiment pas d'infrastructure. Donc pour ma part, et voilà, j'ai pu décrocher une bourse pour venir en France en 2012, déjà préparer les Jeux Olympiques. Et voilà, et après ces Jeux Olympiques, j'ai pu intégrer un club de la région parisienne à la Garenne-Colombe qui m'a permis de pouvoir continuer la natation. Donc, tu es arrivé en 2012 en 2012 en 2012, France. L'année des Jeux Olympiques de Londres. Exactement. Donc, finalement, plus ou moins bien préparé. C'est ça. Ça s'est passé comment ces JO? Cette première expérience? Déjà, très bien parce que voilà, c'était l'un des JO les mieux organisés. Donc voilà, et après pour une première fois, on avait pas mal d'athlètes qu'on avait l'habitude, des stars qu'on avait l'habitude de voir à la télé. Donc les voir directement sur place, pour nous, déjà pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Donc c'était un rêve plus ou moins qui s'est réalisé. Et voilà, après ça, on a essayé j'ai pu pouvoir nager, réaliser mes performances que je devrais. Et voilà, après on a eu la chance de pouvoir arriver plus tôt et repartir plus tard, donc on a pu profiter. Pour la prochaine sélection, là, vous pouvez nous raconter comment ça se passe, une sélection pour les JO? Combien vous êtes et puis combien il en reste à la fin, bien sûr? Pour les Jeux Olympiques, après, chaque sélection est typiquement en fonction de chaque pays. Pour l'Afrique et pour le pays dont je viens, nous sommes des nations qui n'ont pas
des niveaux très élevés. Donc, on a un quota de à peu près entre 20 et 25 nageurs, donc qui doit être qualifié sur la base des championnats du monde. Donc, tous les nageurs qui participent au dernier championnat du monde, plus ou moins, sont qualifiés d'office pour les Jeux olympiques, une fille et un garçon par nation. Sinon, après, pour des grandes nations, il y a des sélections dans chaque pays. Donc, c'est à peu près 2 nageurs par épreuve. Donc, si on prend sur une distance de 50 mètres, il peut y avoir à peu près 200 et quelques nageurs qualifiés. Et sur les 200, il y a des séries. Après les séries, on aura les demi-finales. Sur 200, on n'aura que 16 personnes. Et sur les 16, on n'aura que 8 personnes. Et à la fin, on n'aura que 3 personnes pour le podium. C'est quoi l'état de stress avant le début des compétitions? Comment ça se passe? Un peu difficile parce que voilà, on a tout qui défile dans la tête. Déjà, y a les entraînements, mais voilà, et pour un 50 mètres, ça dure que 25 secondes, donc, ou même moins. Donc voilà, il y a vraiment tout qui défile dans la tête. Est-ce que le plongée va être bien? Est-ce que, voilà, déjà au réveil, est-ce que je n'aurai pas soit mal au ventre? Est-ce que ça va? Donc voilà, après, il y a d'autres concurrents qui sont là. Donc il y a pas mal de choses qui se passent généralement dans la chambre d'appel. Certains qui sont là pour influencer. Donc voilà, comment vous vous influencez? Tu m'avais dit que vous claquez les muscles pour impressionner les adversaires. Exactement, parce que voilà, on se tape un peu sur tout le corps, et on bouge les muscles. Il y a certains qui sont tout le temps agités, donc ça déstabilise un peu les adversaires à côté. Donc il faut être au moins soit concentré dans sa bulle, tu mets les lunettes ou il y a les écouteurs. Voilà, tu t'es fait une bulle, tu restes là, tu ne bouges pas, mais voilà, c'est quand même difficile de ne pas forcément regarder ceux qui sont à gauche et à droite, quoi. Et ensuite, quand on est au bord du plongeoir, là, il y a un truc qui est hyper important. Là, tout est terminé, parce que là, une fois que le départ est donné, c'est l'arrivée qui compte, quoi. Donc... Attention au faux départ. Exactement, parce que souvent, entre le départ et le coup de sifflet, il y a à peu près 3 secondes. Et ce sont des 3 secondes qui sont vraiment très longs, parce qu'une fois qu'on est concentré, que les 3 secondes, souvent, il peut y avoir des problèmes de stats et tout. Donc, les faux départs, ça arrive très vite. Vous vous entraînez toujours, et combien de fois par semaine? Je crois que vous avez un boulot annexe aussi. Exactement, là je suis éducateur territorial à côté, et après je m'entraîne 3 fois par semaine en ce moment. Donc voilà, de 6 fois par semaine, 2 fois par jour à 3 fois par semaine, c'est pas beaucoup, mais bon, après la natation, c'est un peu compliqué de pouvoir continuer de pratiquer et de travailler un peu à côté. Donc voilà, on fait un peu comme on peut. On va peut-être maintenant basculer vers l'univers du judo. On a énormément de plaisir d'accueillir Christophe Massina, donc, qui est le responsable de l'équipe de France de judo, mais aussi entraîneur, sur ma gauche. On va en parler dans une seconde ensemble. Et puis Amandine Bouchard, 28 ans, 1m60, qui concourt dans la catégorie des moins de 52 kilos. Votre club, c'est le Paris Saint-Germain. Je ne donnerai pas votre surnom, c'est intime. Vous avez un palmarès long comme les 2 bras. Donc, votre plus beau, probablement, trophée, vous en reparlerez dans quelques instants, c'est que vous êtes vice-championne olympique, médaille d'argent à Tokyo en 2021 aux Jeux olympiques. Championne olympique par équipe à Tokyo également en 2021. Double championne d'Europe 2021 et 2023, il y a une quinzaine de jours à Montpellier. Voilà, donc 2 médailles d'argent en championnat d'Europe, 3 médailles de bronze en championnat du monde. Et on vous accueille tous les deux. Je pense que déjà on peut applaudir ce palmarès incroyable. Et on vous accueille tous les deux parce qu'on a envie d'aborder avec vous l'état d'esprit du sportif de haut niveau que vous êtes, la notion de confiance en soi, de combattant. Alors tout ça passe par une préparation physique et technique et mentale. Et Christophe, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu comment Amandine est entraînée?
Alors, comment elle est entraînée? Déjà, elle s'entraîne en moyenne 2 fois par jour sur 5 à 6 jours, des fois un peu plus, parce que sur des stages à l'étranger, comme des stages au Japon, ça peut être du 7 jours sur 7 et 4 à 6 heures par jour. Ça dépend vraiment des périodes. Maintenant, elle commence à être un peu plus âgée, donc on réduit un petit peu, la quantité d'entraînement aussi, parce que mine de rien, le judo est un sport aussi très traumatisant, avec beaucoup d'impact. Donc ça, c'est un peu la manière de s'entraîner de manière globale. Et puis après, dans son entraînement, il y a maintenant aussi beaucoup de préparation physique pour préparer aussi le corps à la compétition, mais aussi aux entraînements. Bien sûr, des sessions spécifiques de judo ou de combat et de judo technique. Et puis, elle a intégré maintenant depuis un petit bout de temps aussi des entraînements mentaux, même si c'est toujours c'est spécifique et on le fait toujours au quotidien. Il y a aussi des séances qui sont bien particulières pour justement la gestion de la concentration, la gestion du sommeil aussi, la gestion de récupérer sur un décalage horaire. Enfin, il y a tout un tas de petits outils qu'elle peut utiliser pour justement se préparer correctement. Sur le plan technique, comme on est dans des catégories de poids différents, qu'on est en catégorie de moins de 52 kg, on a besoin d'adversaires de son niveau pour être efficace, et on a besoin d'adversaires. Donc on travaille avec des filles, on travaille avec des garçons, on travaille. Comment on fait? Avec des gens de poids différents? Alors moi particulièrement, j'aime bien travailler avec des catégories de poids supérieures. Chez les filles, j'aime bien travailler avec des filles qui sont moins de 57 kg ou moins de 63 kg. Parce que ça me permet aussi de sortir de ma zone de confort, de chercher d'autres solutions. C'est vrai que des filles de ma catégorie, aujourd'hui, je suis numéro 1 française, donc j'ai besoin en face qu'il y ait de l'opposition et de la confrontation, donc je vais chercher catégories plus lourdes. Et après, c'est vrai que j'aime bien aussi combattre avec les garçons, parce qu'ils ont un judo différent. Nous, chez les filles, c'est vrai que voilà, il y a les entraîneurs d'équipe de France qui sont tous les jours sur le tatami, nos entraîneurs de club. Donc c'est vrai qu'il y a des filles, parfois elles ont du mal à se livrer. Et pour moi, c'est difficile de pratiquer correctement parce que voilà, ça va être hyper fermé en face et je vais avoir du mal à moi produire mon judo. Donc j'aime bien faire avec les garçons parce que en face, il y a cette opposition. Et ça me permet aussi de me mettre des défis à l'entraînement et ça me force aussi pareil, à sortir de ma zone de confort et à progresser. Amandine, comment on gagne en confiance en soi? Et tu nous as parlé tout à l'heure en off que tu avais aussi des copines et vous travaillez à la fois en équipe, mais c'est aussi des concurrentes. Et voilà, comment on garde cette confiance en soi? Chaque combat est un nouveau combat. Donc, comment on fait dans sa tête? Alors déjà, en France, il y a la particularité que le judo, on a un très très bon niveau. Par catégorie, on est à peu près 2 à 3 à faire des résultats au niveau international. Donc c'est vrai que déjà, dès l'entraînement au quotidien, faut essayer d'être tout le temps la meilleure et chercher tout le temps à être chaque jour la meilleure version de soi-même. La confiance en soi, elle se construit par plusieurs choses. Déjà, il faut que physiquement, je me sente bien dans mon corps. Il faut que j'ai confiance en lui parce que c'est mon outil de travail. Il faut que j'ai confiance aussi en mes capacités mentales, dans le sens où il faut que je me sente capable, dans certains moments de ma carrière, que ce soit en compétition ou à l'entraînement ou sur d'autres événements, il faut que je me sente capable de savoir que je vais pouvoir gérer certaines périodes de stress, qu'en fonction des différentes situations, je vais pouvoir avoir différentes clés pour pouvoir les gérer et aussi les anticiper. Et puis aussi, les résultats, ça aide pour la confiance en soi. Quelqu'un qui perdrait tous les jours, sa confiance en soi, ce serait difficile de la construire. Donc on va dire que ça se construit à travers tout ça. Puis aussi, la confiance en soi, on va la chercher autour de son entourage. Moi, de savoir que mon entraîneur ou que mon préparateur physique ou que mon club a confiance en moi, ça me donne une certaine confiance en moi aussi. Donc ça passe à travers toutes ces choses-là. Et en même temps, l'entraîneur, c'est lui qui finalement choisit au moment des choix pour la présentation au JO, c'est lui qui fait la sélection. Donc
c'est à Du double coup, tranchant. je fais des résultats pour pas lui laisser le choix. C'est vrai que ça c'est particulier, en tout cas c'est particulier aussi dans notre discipline où on a une double casquette. En tout cas moi j'ai une double casquette, je suis même triple parce que je suis responsable de l'équipe féminine. Donc c'est moi qui, avec le staff, organise aussi le staff autour des différents athlètes. Et puis j'ai une casquette aussi d'entraîneur, pour le coup, là avec Amandine, mais aussi avec d'autres athlètes, et puis une casquette de sélectionneur. Alors je ne suis pas le seul sélectionneur, il y a un comité de sélection qui est organisé justement pour pouvoir se préserver si jamais le sélectionneur n'était pas intègre, on va dire, voilà. Ce qui n'est pas mon cas, heureusement, mais en tout cas, voilà, il y a un comité de sélection qui réfléchit et qui choisit les athlètes qui seront sélectionnés sur les différents championnats du monde, championnats d'Europe, et puis bien sûr les Jeux Olympiques qui ont lieu à Paris cette année. Donc, d'ailleurs, il y a une première partie de la sélection olympique qui sera donnée demain à 14h, voilà, parce que la particularité de la sélection olympique, c'est que nous devons répondre à des impératifs avec le Comité national olympique. C'est le Comité national olympique qui valide cette sélection, donc on doit éditer un chemin de sélection, et puis après le Comité national olympique vérifie si la sélection correspond bien à tous ces critères et valide ensuite cette sélection avant qu'on puisse l'annoncer. Donc ça c'est la particularité de cette année. Et puis, je voulais revenir aussi par rapport à la confiance. Et c'est vrai que, en tout cas, on essaye le plus possible. Alors, c'est vrai qu'Amandine parle que les résultats font partie de l'amélioration de la confiance. Alors, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec elle, mais bien sûr que ça y participe. Mais c'est surtout l'entraînement, pour moi, qui permet justement de développer cette capacité, de développer cette confiance, de développer aussi l'estime de soi à un moment donné, qui fait que on se sent, comme elle l'a dit, capable de réaliser certaines choses en compétition ou à l'entraînement. Et c'est par la sensation de se sentir progresser quotidiennement qu'on va développer cette confiance en soi. Et je dirais même dans vos métiers, c'est par l'exécution et la pratique qu'on finit par se sentir capable d'être meilleur en fin de compte. Et au final, dans toutes les disciplines, c'est un peu la même chose. Donc je dirais que c'est avant tout dans l'entraînement qu'on développe cette confiance et l'estime de soi, de se sentir capable de réaliser de belles choses. Et comme dit Amandine, on la concrétise quand même sur des compétitions en aval. Est-ce qu'il y a des adversaires tabous sur qui on n'a pas envie de tomber en championnat? Attention à ce que tu vas dire. Pour le calmer. Non, en fait, je pars du principe que je m'entraîne très très dur au quotidien. C'est pour être championne du monde, championne d'Europe, championne olympique. Et dans tous les cas, peu importe le tirage au sort, il faudra que pour atteindre mon objectif, je batte tout le monde. Donc non, on n'a pas forcément... Alors forcément, oui, il y a des adversaires qui vont être plus difficiles à battre que d'autres. Mais il y a aussi cette notion de défi que j'aime bien. Et je pense que Christophe, il ne va pas démentir dessus. Je suis même très souvent meilleure sur les matchs très très compliqués que des matchs où je vais avoir des adversaires un peu plus, on va dire, abordables. Parce que je vais être dans la notion de défi, je suis une compétitrice, j'ai envie de me prouver à moi-même que je suis la meilleure et que je suis capable d'atteindre ces objectifs. Donc non, je ne vais pas penser comme ça sur mes débuts de compétition. Après, maintenant, je suis confrontée à un cas où, par exemple, les Jeux Olympiques de Tokyo, la finale, j'ai perdu sur une Japonaise, qui va être très certainement aux Jeux Olympiques de Paris. Et je compte bien prendre ma revanche. Et c'est vrai que par rapport à la ranking mondiale, j'aimerais bien pouvoir la rencontrer qu'en finale et pas sur un quart de finale ou une demi-finale. Alors pas par la peur de perdre, parce que je sais que dans tous les cas, si je vais être championne olympique, il faudra que je la batte, mais dans le fait qu'on est deux combattantes d'un certain niveau et aucune des deux va ressortir indemne de ce match, dans le sens où on va y laisser des plumes et derrière il y aura d'autres matchs qui vont suivre. Donc c'est pour ça que c'est des matchs où on préfère tactiquement, stratégiquement les avoir
sur une finale où on sait qu'on va pouvoir se lâcher et que derrière, il n'y aura pas d'autres adversaires à combattre. Sur les JO de Tokyo, d'ailleurs, vous aviez signalé vouloir faire des combats pas expéditifs, mais presque, enfin gagner assez vite pour pouvoir finalement dépenser le moins d'énergie possible, parce que tous les matchs ont lieu dans la même journée. Oui, la particularité de notre sport, c'est que les phases éliminatoires, les 16e, les quarts de finale, les demi-finales, les finales, tout se passe en une journée. On va commencer des compétitions vers 9h, on va les finir vers les coups de 18-19h. C'est une très très longue journée. Et oui, en effet, on va dire que déjà psychologiquement, ça fait du bien de savoir qu'on n'a pas dépensé plus d'énergie qu'il en fallait sur certains matchs. Donc, on a envie de les finir le plus vite possible. Après, à un certain niveau, c'est vrai qu'on se connaît par cœur. Ça fait des années qu'on se rencontre. Et des fois, c'est difficile d'en découdre. Mais oui, en effet, si aux Jeux Olympiques de Paris, je peux passer le moins de temps possible sur le tatami et gagner mes matchs plus rapidement, je signe tout de suite. Cette demi-finale était particulière pour moi, tout simplement parce que je n'ai pas participé aux Jeux Olympiques de Rio parce que j'ai eu des problèmes de santé par rapport à mes pertes de poids drastiques, parce que je combattais dans la catégorie en dessous. Donc c'était mes premiers Jeux Olympiques. Et en fait, c'était le match qui allait m'assurer cette première médaille olympique. Donc on va dire que j'avais vraiment envie d'en découdre et j'étais super motivée. En plus de ça, il y avait de fortes chances que je prenne la japonaise en finale à domicile. Donc ouais, on va dire que sur ce début de match, j'ai été, on va dire, transcendée. Et j'ai eu envie d'en finir vite et j'ai fait le travail nécessaire pour et ça a payé. Vous rentrez comme une lionne là sur le tatami. Ah ouais, vraiment. Bon là, je suis toute sage, toute calme. Mais c'est vrai que quand je suis compétitrice, je suis combattante, je fais un sport de combat. Et dans ces moments-là, quand par exemple je crie, c'est la joie, mais c'est aussi du stress qui s'évacue, c'est aussi un certain goût de revanche sur toutes les étapes que j'ai franchies. Parce que voilà, à la télé, on voit que le bon côté du sportif, qui brille. Mais on voit pas toutes les heures d'entraînement qu'il fait. On voit pas les moments difficiles où on a des hauts et des bas. On a même des bas qui sont vraiment parfois très très bas et assez sombres. Donc, on va dire c'est une revanche sur un peu tout ça, et aussi c'est tout simplement une récompense de tout le travail fourni depuis des années. Sur ce match, vous aviez défini un plan avec votre entraîneur? Alors, c'était pas moi à l'époque, justement. Ouais. J'étais chez les garçons à ce moment-là. Vous savez peut-être. Je l'observais toujours parce que Amandine, j'étais entraîneur avec elle dès 2006, quand elle était toute petite, quand elle était junior. Elle était très très compliquée à entraîner à ce moment-là. Tête de mule. Mais ça, elle l'a toujours. Mais donc ça, c'est plutôt intéressant. Et non, c'était l'ancien responsable de l'équipe de France qui. Ça s'appelle de la ténacité, ça. C'est ça, exactement. Je suis assez tenace. Mais je crois que le plan était clair, en tout cas. Même le commentateur. Frédéric Lecanu, qui commente la séquence, annonce déjà la technique que Amandine va faire, et donc je crois que le plan était bien clair dans sa tête. Il était bien rodé. C'était bien rodé. Ouais. Et d'ailleurs, c'est je pense une des techniques, enfin c'est sa technique favorite, et c'est là-dessus, c'est la seule d'ailleurs athlète qui a fait tomber la japonaise à plusieurs reprises, et si elle la bat, ça sera, à mon avis, certainement sur cette technique-là. Donc on peut l'annoncer. Faut pas dévoiler. Comme elle aime bien le défi, j'aime bien le. C'est noté. C'est noté. Voilà. Et je pense que, en tout cas, c'est vraiment une des qualités d'Amandine, c'est cette faculté à être opportuniste aussi, à gérer ce moment de l'attaque et du défi qui fait qu'elle est capable de battre tout le monde en fait. Donc voilà. Pour démarrer un combat, vous vous mettez dans une bulle. Il y a beaucoup de sportifs qui ont ce qu'on appelle une routine. Est-ce que vous avez une routine avant d'entrer sur le tatami? Alors j'ai mes routines individuelles et j'ai aussi mes routines avec Christophe. C'est vrai que sur certaines compétitions, des fois, je peux ressentir un stress assez élevé, où je vais avoir le rythme cardiaque qui va monter très très haut et qui derrière peut, quand c'est un stress négatif, m'handicaper dans le sens où je vais avoir les jambes lourdes, je vais être un peu tétanisée,
je vais avoir un peu l'esprit embrouillé. Et c'est vrai que quand on est dans la chambre d'appel, alors on utilise aussi les techniques pour réveiller le corps musculairement. Et très souvent, Christophe se met derrière moi et il m'ouvre la cage thoracique. On fait des exercices de respiration pour pouvoir faire descendre le rythme cardiaque. Et c'est vrai aussi dans la salle d'échauffement, il peut m'arriver, quand j'ai mon casque avec ma musique, des fois de mettre un fond de musique de piano et faire de la cohérence cardiaque. Et ça, je pense que Christophe pourra encore mieux vous expliquer son intérêt, parce que c'est lui qui nous a mis ça en place. Vous êtes praticien en hypnose, vous avez un diplôme de dimension mentale et performance, donc vous avez une casquette supplémentaire là. Ouais, je suis un peu atypique, on va dire, dans le monde des entraîneurs, parce que je cherche toujours à trouver des trucs qui changent déjà dans la manière de s'entraîner, et puis et surtout d'essayer d'évoluer dans nos pratiques, essayer d'apporter de nouvelles choses. Donc dans ce sens-là, oui, j'ai décidé de me former à l'hypnose et de me spécialiser un peu plus sur la dimension mentale. Mais maintenant, c'est aussi quelque chose qui devient de plus en plus accepté dans le monde du sport, en tout cas en France, parce que dans les différents autres pays, ça fait longtemps que ce côté dimension mentale est vraiment travaillé. Nous, on est un petit peu, je dirais, en retard par rapport à ça. Et le Covid a accéléré un peu les choses, justement, par rapport à la prise en compte de cette dimension-là. Et puis, du coup, j'essaye d'en faire participer, que les athlètes puissent participer à cette évolution et puissent utiliser les différents outils. Donc la cohérence cardiaque en fait partie pour justement redescendre un peu le cortisol et permettre justement à cette hormone du stress de rester le plus stable possible et éviter d'avoir des gros pics en compétition. Pardon. Je terminerai avec deux. D'abord, j'aimerais savoir tous les deux quel est votre plus beau souvenir sportif. Moi, mes plus beaux souvenirs sportifs, c'est déjà la première participation aux Jeux Olympiques de 2012. Ouais. Amandine ? Plus d'émotions. Là où j'ai le plus d'émotions, j'irais quand même. Alors là, ce sera un match où j'ai remporté je ne vais pas parler de la demi-finale parce qu'il reste encore un match après. Mais c'est vrai que la première médaille mondiale que j'ai fait avec Christophe en 2014 en Chelyabinsk, j'étais junior, c'était mon premier championnat du monde senior. D'accord. Et votre rêve, Je pense que je pense qu'on le connaît, on l'a deviné ici. Ce serait d'être championne olympique à domicile l'année prochaine. C'est tout ce qu'on vous souhaite de mieux. Le bureau du CNCH vous remercie énormément. Ouais, merci beaucoup. C'était très émouvant. Je pense que tout le monde a apprécié. Merci à vous. Merci à vous. On vous a préparé un petit cadeau que vous pourrez ouvrir, j'espère, si vous gagnez. Voilà. Merci. Ça, je vais le garder pour la finale Faut le des garder. Comme sans vous, elle peut rien faire. Très bien, c'est parfait. Moi, je vais l'ouvrir ce soir. Attention. Merci beaucoup. Le champagne appelle le champagne, donc faut pas hésiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui et de nous avoir écoutés. Oui, et puis alors après, juste là, moi je finis aussi là-dessus. Je ne sais pas si vous avez encore des choses derrière, mais s'il y a des questions, s'il y a des... Est-ce que le public a des questions? Oui. Plein de questions. Plein. Pour l'alimentation, ma question, est-ce que vous êtes très strict ou pas si strict que ça? Alors, très strict quand il faut l'être, parce que déjà je fais un sport à catégorie de poids, donc l'alimentation c'est super important. Pas seulement sur le fait d'être au poids le jour de la pesée, mais aussi pour pouvoir apporter tout ce que mon corps a besoin pour être performant. Donc oui, l'alimentation c'est super important et il y a des périodes, oui, je dois être stricte parce que j'ai une compétition dans un mois, dans 15 jours. Mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir des moments où on se relâche parce que psychologiquement, si on doit être tout le temps impeccable tous les jours, je pense qu'il y a un moment donné où on atteint un point de saturation et en fait on explose et ça fait l'effet inverse.
On peut avoir des Et comportements alimentaires vous avez un conseiller mauvais. diététique, enfin, je sais pas, vous étudiez ce que vous mangez ou juste c'est approximatif, c'est très précis? Ah non, c'est précis, c'est très précis. C'est précis. On travaille avec des nutritionnistes, des diététiciens. Pour ceux qui sont là, je ne sais pas si vous connaissez l'INSEP. C'est notre centre olympique. On a un médical là-bas. On a accès au DEXA, où on peut faire des scanners corporels pour connaître la composition du corps. Donc non, c'est strict. Et pour atteindre ce niveau-là, tous les détails comptent. Et nous, l'alimentation, on va dire que c'est un très gros détail. Oui, alors déjà, il y a une directive nationale où il y a un suivi obligatoire, aussi bien psychologique. Il y a aussi une échocardiaque obligatoire à faire tous les ans. Prise de masse grasse, de tests. Puis après, nous aussi, de manière sportive, elles font des tests aussi tous les ans, tests de VO2, tests physiques. Il faut savoir aussi, nous, on s'est doté aussi depuis 2 ans maintenant aussi de cardio-fréquence-mètre pour suivre la charge d'entraînement et le niveau de l'entraînement qu'elles mettent quasiment à chaque séance de judo avec des rapports qui sont faits automatiquement. Donc oui, il y a quand même un suivi autour des sportifs de haut niveau qui est très, très important, ouais. Et qui est obligatoire. Là, je sais que certaines doivent le faire avant fin novembre, parce que sinon, si elles ne le font pas, elles ne monteront plus sur le tapis. Voilà. Je voulais poser une question aux nageurs. Comment on se motive en natation? Vous savez quelle position vous avez par rapport aux autres lignes, où vous nagez au plus vite et puis on voit le résultat à la fin? Oui, parce que déjà les lunettes, qu'on porte pour nager, au fait, sur les côtés, sur les côtés, on a des espèces des rétroviseurs. Donc, sans bouger la tête, juste avec les yeux, on peut se situer là où on se trouve. Voilà, exactement. Et en fonction des adversaires, on peut aussi savoir qui est plus rapide. Donc, voilà. Ça, je savais pas pour les lunettes. Moi, j'ai une question par rapport à la blessure, parce que ce qui est fort, c'est de durer dans le temps. Quand on voit les médailles, bravo. C'est surtout revenir de blessure, revenir du fond. Quels moyens vous mettez en place pour justement pallier au manque de confiance en soi quand on a une blessure? Qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est vrai que la gestion de la période de blessure, c'est particulier. Parce que voilà, ça va être un moment où on va être éloigné des tatamis et on va devoir s'entraîner différemment. Alors nous, on en rigole, mais on dit quand on est blessé au niveau des bras, il nous reste les jambes, et quand on est blessé au niveau des jambes, il nous reste les bras. Et puis quand on n'a aucun des deux, on voit le psychologue et on fait de la prépa mentale. Pas de chocolat. donc non, déjà, premièrement, le suivi psychologique, super important. L'alimentation, parce que c'est des périodes où on va s'entraîner beaucoup moins. Et il y a beaucoup d'athlètes où on va se réfugier un peu dans la nourriture. Donc être bien suivi au niveau de la nutrition. Et puis après, être bien suivi aussi en kiné. Nous, psychologiquement, on ne se dit pas, ça y est, la saison, elle est finie, ciao. Non, on se dit, psychologiquement, on va se dire, voilà, là, je suis dans une période compliquée qui va être différente, il va falloir que je m'entraîne différemment. Et je me dis, j'essaie toujours de voir le côté positif. Je me dis, ça va être une période où je vais peut-être faire des choses que j'ai pas le temps de faire, ou des choses que je peux pas forcément me permettre, j'ai pas forcément le temps de le faire quand je suis en pleine saison, etc. Donc j'essaie de travailler différemment, et j'ai été confrontée à ça parce que il y a un an et demi, je me suis fracturé la vertèbre L5. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai changé ma manière de m'entraîner parce que j'ai des douleurs au dos qui sont chroniques. Et forcément, aujourd'hui, j'ai été obligée de réduire ma charge d'entraînement judo spécifique. Parce que déjà, alors il a gentiment dit, je prends de l'âge. Donc il faut que je ne m'entraîne pas comme je m'entraînais quand j'en avais 18. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte, et surtout être bien entouré. Ça, c'est super important. Donc,
Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Oui, merci pour la réponse. Après, il y a aussi, pour approfondir aussi le sujet, on utilise aussi pas mal d'imagerie mentale dans ces moments-là, justement pour continuer à pratiquer quelque part. Donc des fois, les athlètes le font un peu d'elles-mêmes, ou alors aussi avec un entraîneur ou avec un préparateur mental aussi, ça se fait. Moi aussi, grâce à l'hypnose aussi, je l'ai utilisé pas mal sur des retours de blessures et même sur la régénération, en fait, sur des protocoles pour chercher à améliorer la régénération, à améliorer la cicatrisation pour que ça aille plus vite dans ces moments-là. Voilà. La fréquence, du coup, c'est quoi par jour pour tout ce qui est psychologique quand ils sont blessés? C'est plutôt, on va dire, 1 à 2 fois par semaine dans ces moments-là, mais après, il ne faut pas non plus trop en faire parce que là, on sature, mais une fois par semaine, c'est pas mal. Et puis après, ça dépend des moments. Ça dépend vraiment de la fraîcheur aussi mentale de l'athlète, parce que comme le disait Amandine, c'est des moments qui sont compliqués. Quand on voit les copines s'entraîner et puis que nous on est sur le bord, ça rajoute aussi cette tension, cette pression et avoir l'impression qu'on perd du temps. Donc c'est pour ça que justement c'est des moments aussi qui sont intéressants pour travailler différemment. Merci. Normalement non, parce que c'est une substance interdite. Donc le suivi justement, le suivi antidopage est très très strict par rapport à ça. Faut savoir que les athlètes de haut niveau, et ça on ne le sait pas, hein, mais c'est pire que le grand banditisme en fin de compte. Non mais je rigole, mais c'est en fait elles doivent se localiser 1 heure par jour, de 23h à 5h du matin. De 5h du matin à 23h, pardon. Alors que pour le grand banditisme, avant 6h, normalement, on n'a pas le droit d'aller les chercher. Les sportifs, on peut les contrôler à 5h. Entre 23h et 5h, c'est interdit. Par contre, à 5h du mat, l'agence française antidopage peut venir les contrôler comme ils veulent. Français ou international. Ouais, que ça soit français ou international. Donc, elles ont vraiment une contrainte qui est très très forte. Elles doivent se localiser 1 heure par jour pour que soit l'agence internationale, soit l'agence française de lutte antidopage viennent les contrôler si elles le souhaitent. Elles sont à disposition. Elles ont une application où elles doivent se localiser 1 heure par jour. Et j'aimerais rajouter, alors ça c'est parce que vous allez vous dire, 1 heure par jour, ça va. On met 1 heure par jour où c'est 1 heure où ils sont sûrs de nous trouver. C'est-à-dire que si par exemple sur cet horaire que j'ai donné, ils ne me trouvent pas, j'ai une sanction. La 3e sanction, je prends 2 ans de suspension. Par contre, s'ils veulent me contrôler en dehors de cet horaire, ils peuvent aussi. Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière, retour de championnat. Alors, ils m'ont contrôlé la veille de ma pesée au championnat d'Europe, à 6h du matin. Je combattais 2 jours après, donc j'étais pas très contente. Et 1 semaine après mon championnat d'Europe, ils sont venus me contrôler chez moi à 22h05. Alors j'avais mis une horaire de 7h à 8h et je leur ai dit mais pourquoi cette heure-ci? Ils nous ont dit on nous a dit soit vous contrôlez mademoiselle Buchard à 5h du matin, soit à partir de 22h. Ils sont repartis à 23h30, donc j'ai mangé, je me suis hydratée et derrière j'ai fait mon contrôle. Mais c'est vrai que c'est très contraignant. Je suis pour le sport propre, je m'entraîne très dur pour avoir mes performances et ça m'embêterait que des concurrentes me battent en étant dopées. Donc c'est important qu'ils le fassent. Mais je pense que dans la manière de faire, ils pourraient être un peu plus professionnels et impacter un peu moins les athlètes. Alors normalement c'est international aussi. Oui. C'est international. En tout cas de la fédération internationale pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Vous devez avoir été contrôlé au moins 3 fois hors compétition.
pour pouvoir se présenter. Après, donc, heureusement qu'il y a l'ITA, c'est une agence normalement indépendante qui justement exécute les contrôles dans le monde entier. Et la Fédération internationale tient justement ce côté-là pour que ça soit équitable pour tout le monde. Même si, en France, des fois, on est un peu plus... On est très contrôlé en France. Très contrôlé. Et sachez qu'ils ne nous contrôlent pas forcément quand on est en période de compétition. Ils peuvent nous contrôler, par exemple, après la compétition, si je pars en vacances et je me localise en Espagne, en Allemagne, ils peuvent venir me contrôler pendant mes vacances. Ils peuvent aussi contrôler les athlètes quand elles sont enceintes. Ils peuvent vraiment contrôler à n'importe quel moment de notre carrière. Et donc le cannabis est interdit. Ouais. Pour répondre à la question. C'est compris. Pour finir, le cannabis est interdit. Pour finir. On va finir là, on va devoir clore la discussion. C'était vraiment passionnant. Merci d'avoir participé tous. C'est l'apéro là, c'est ça maintenant? Faut pas le dire, mais on n'est pas dopé. Hein. Voilà, merci encore, vraiment, c'était formidable de vous avoir comme interlocuteur cet après-midi. Voilà. Merci bravo. À vous de nous avoir invités. On vous souhaite bonne chance, hein, parce qu'il en faut un peu. On sera derrière. Bon, il n'y a rien à voir avec la chance.